vrai que les mémoires ne sont jamais qu'à demi sincères. Si grand que soit le souci de vérité, tout est toujours plus compliqué qu'on le dit, disait André Gide. Aurons-nous droit à la vérité absolue sur ce virus? Passer du statut de maladie mortelle à celui de la maladie chronique, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH-Sida, qui demeure jusqu'à ce jour un sujet tabou dans nos sociétés. Aurons-nous droit également à la vérité sur le vécu quotidien des personnes infectées par ce virus? Restez des nôtres pour avoir des réponses à toutes ces questions avec nos personnes ressources en studio ce soir pour votre plaisir. Nous recevons Monsieur Koda, prescripteur, assistant médical, et également Monsieur Augustin Dokla, président de RRS Plus Togo. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spécialement consacrée au VIH-Sida. Nous sommes avec des personnes ressources ce soir pour parler de ce virus qui continue de faire son bout de chemin dans nos États africains et spécialement au Togo. Monsieur Koda, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Della, merci à vous aussi, merci à toute l'équipe de Delta Santé. D'accord. Monsieur Augustin Dokla, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir madame, je vais très bien. Voilà. Et je continue. Bonsoir aux chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes là pour apporter un bout de lumière. Ou bien, merci. Oui. Merci à vous spécialement d'avoir accepté répondre à notre invitation. Ma première question, ça ira à l'endroit de Monsieur Koda. Pouvez-vous nous définir le VIH-Sida? Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment est-ce qu'on peut définir cela? Oui, le VIH-Sida, VIH et Sida, VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Et Sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc le virus, le VIH, c'est le virus qui est responsable de la maladie qu'on appelle le Sida. Donc le Sida, c'est un ensemble de signes, un ensemble de symptômes que va présenter un organisme, une personne qui habite en son sein, qui héberge en son sein un virus qu'on appelle le VIH, qui va l'affaiblir progressivement et donner l'opportunité à des maladies qui vont commencer par surgir par-ci, par-là. Et là, on dira que la personne fait le sida, tout simplement. D'accord. Donc ça, c'est la définition que nous pouvons donner au VIH. Quel est son taux de prévalence chez nous au Togo à l'heure actuelle? D'accord, si vous permettez, avant de venir au Togo, on peut aller un peu dans le monde. D'accord. Dans le monde, depuis, ça fait déjà 37 ans, bientôt 40 ans, que ce virus est en train de faire sa route sur notre planète. Et déjà, jusqu'à depuis 1983 que ça a commencé, on a dénombré plus de 75 millions de personnes touchées. OK. Et au jour d'aujourd'hui, si on enlève les décès, on a 38 millions, plus de 38 millions de personnes qui vivent avec le sida dans le monde. Et en 2019, par exemple, il y a eu dans la seule année 1 700 000 personnes nouvellement infectées. D'accord. Si on revient au Togo, chez nous, au Togo, le nombre estimatif des personnes vivant avec le VIH en 2019 est de 114 000. 114 000 avec un taux de prévalence de 2,11%. D'accord. Oui, mais nous allons préciser que cette prévalence-là, c'est pour la population générale. OK. Maintenant, quand on quitte le sud, Lomé, en allant vers Dapan ou le nord, on va voir que cette prévalence-là varie. OK. 3% à Lomé, et on va arriver au niveau du plateau, 2,3%. On va arriver au niveau central, 2,2%. Dans la Kara, c'est à 1,8%. Okay. Et dans la savane, 0,3%. Donc les taux varient. Ça varie.
Ok. Donc, il y a moins de personnes touchées au nord par rapport à Lomé. Au sud. Maintenant, quand on est même à Lomé, Ok. on est à Lomé, on prend une zone Lomé ou bien dans une région donnée, ça varie aussi en fonction des groupes cibles. Ok. Des groupes cibles. Si nous prenons par exemple les personnes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, oui, cette prévalence est très élevée. D'accord. C'est à 21,98%. Ouh. Quand on prend les professionnels de sexe, cette prévalence est de 13,1%. Ok. Vous voyez, si on prend les usagers de drogues injectables, ceux qui utilisent des drogues, prennent des seringues pour s'injecter des drogues, cette prévalence est à 3,6%. Donc, il y a des disparités en matière de prévalence dans le pays. D'accord. Il y a des disparités en matière de prévalence dans le pays. D'où la question, quel est le mode de transmission de ce virus-là, M. Doka? Et le mode de transmission, les voies de transmission n'ont pas changé. C'est ce qu'on a toujours appris. Et les trois voies, la voie sexuelle, que nous disons souvent la voie boulevard, ça dit, c'est la voie par laquelle plus de 80%, 85% de personnes sont infectées. Et la voie sanguine, à travers les objets tranchants souillés de sang, l'usage des seringues, des trucs à usage multiple, les lames, les scarifications avec les mêmes lames, tout ça, la voie sanguine. Et ensuite, la voie mère-enfant. Donc, une mère séropositive, une mère qui est infectée, peut infecter son enfant au cours de la grossesse, directement dans le ventre, ou bien au moment de l'accouchement, quand l'enfant est en train de sortir, et ou bien au cours de l'allaitement. Donc, voilà les trois voies qui, si on le dit encore, c'est la première voie, la voie sexuelle, qui peut être soit hétérosexuelle, entre hommes et femmes, ou entre le même sexe, d'accord, homosexuel, entre le même sexe et qui est encore plus dangereux. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Koda. Monsieur Augustin Dokla, merci d'abord d'avoir accepté parler à visage découvert en cette émission. Je ne sais pas, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Mais ils me connaissent déjà, vous me connaissez déjà. Moi, c'est Augustin Dokla. Je suis le président du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Je ne fais que ça, je ne sais faire que ça. Toute ma vie, c'est la lutte contre ce foutu virus, comme je me plais de l'appeler. Je suis un activiste de la vie, activiste de la santé. Et je prends mon pied là-dedans. Ou bien. Oui. Donc, c'est ce pourquoi vous avez accepté parler à visage découvert ce soir? Bon, oui, à visage découvert. De toute façon, toutes les familles ont à leur sein quelqu'un qui vit directement avec cette infection. Moi, c'est à un moment de la vie, j'ai accepté de donner un visage humain sur cette infection. C'est pour que les gens ne puissent pas contracter ce virus dans l'ignorance. C'est pour aussi dire que ceux qui ont le VIH ne sont pas différents comme nous. Nous pouvons l'avoir tout autant que... ils peuvent l'avoir tout autant que nous également. Voilà. Et vous qui n'avez pas le VIH aujourd'hui, vous n'avez rien fait du tout pour ne pas l'avoir. Vous pouvez l'avoir comme les 114 000 Togolais qui vivent avec le VIH-Sida et que un certain nombre de pourcentages aujourd'hui sont dans le soin. Et si nous sommes vivants, c'est grâce au traitement, mais on va en parler. Voilà, on va en parler et ça sera dans cette émission. Dites-nous, doutes, symptômes, qu'est-ce qui vous a poussé réellement vers le test de dépistage à l'époque? Bon, le test de dépistage à l'époque, ce n'est pas aussi un cadeau, ce n'est pas de la sucrerie à boire en ce temps-là. Oui, j'ai été très malade. Très malade et puis c'est ça qui m'a amené à faire un test volontaire malheureusement parce que je fais toujours à l'hôpital lorsque je souffre de telle ou telle affection due à la déficience de mon système immunitaire et au vu de ça on me disait que je suis infecté par rapport à ce foutu virus.
c'était un ouf de soulagement, mais aussi un peu un pincement au cœur parce que j'aurais préféré ne pas vivre parce que dans les années 2090, VIH signifie la mort. Forcément. Et ce n'est pas aussi évident de pouvoir accepter, vivre avec, mais bon, chemin faisant, Dieu faisant, nous sommes là, nous sommes un exemple vivant, nous sommes en vie, jusqu'à preuve du contraire. Nous n'allons pas mourir de cette infection, nous allons mourir avec. Inch'Allah. L'annonce ce jour, dans quelle ambiance a été faite, dans quelles conditions on vous a mis avant de vous annoncer votre état de séropositivité? Bon, l'annonce, de toute façon, je l'ai fait au CCD qui était le premier centre de conseil de documentation du programme national de lutte contre le sida, pas trop loin d'ici à Tokoin Sebevito, non loin du CHU Sévani Sonlupio S, CHU Tokoin, et c'était là-bas le premier centre d'ailleurs gratuit où j'ai fait le test où une formidable dame m'a reçu, Madame Hunake, je ne sais pas si elle va suivre cette émission, qui m'a reçu, et même dans le temps, vous n'avez pas le résultat en même temps, hein. Il faut repartir, revenir plusieurs jours avant, hein, minimum 7 jours avant pour avoir le résultat. Et je suis revenu, puis bon, elle a repris le conseil post-test, parce que lorsque vous venez, on vous reçoit à un conseil pré-test et après un conseil post-test. Et puis elle me dit, monsieur, vous avez le virus, on vous a... Bon, elle n'est pas allée par 4 chemins, elle m'a dit, bon, c'est aussi une personne très avisée, très expérimentée, qui m'a dit, et dit, c'est possible si tu veux, tu peux vivre avec, mais en ce temps-là, je mourrais, quoi, je suis très malade, très malade. Personne ne vendait cher ma peau, hein. Même si on me cédait à 0 francs, personne ne voudra de moi. Mais Dieu merci, vous êtes toujours des nôtres. Bon, oui. On rend grâce. Ça, c'est grâce, c'est une grâce à Dieu. Voilà. Et ça m'a annoncé. Et le même jour, je suis rentré dans l'ONG Espoir Vitogo, qui est la première association de personnes vivant avec le VIH-Sida. Et puis, je suis là. Un grand cœur. Non, bon, c'est ensemble. C'est ensemble que nous le faisons. Oui. Réellement. Oui. Voilà. Ok, Monsieur Koda. Oui. Qui peut se faire dépister? Qui? Voilà. Je dirais tout simplement tout le monde. Ah, d'accord. Tout le monde, mais je vais détailler un peu. Tout le monde parce que le réservoir du virus, c'est l'homme. D'accord? Donc si aujourd'hui, on dit on veut combattre ce virus-là, si chacun pouvait accepter dans ce pays, se dépister, on saurait ajuster tous ceux qui sont infectés. À moins que chez d'autres personnes, il faut attendre encore quelques jours parce que c'est pas encore, ça ne va pas encore apparaître. Et on refait, mais on sait tous ceux qui sont infectés, on les met sous traitement et on a gagné la guerre. Ok. Ceux qui sont négatifs, comme l'a dit Augustin, ils vont prendre les mesures qu'il faut. Bon, donc, dans quelles circonstances, plutôt, quelqu'un peut vouloir se faire dépister aujourd'hui? Voilà. C'est d'abord, il y a des gens qui sont habitués à faire des bilans de santé aujourd'hui. Quand tu veux faire un bilan de santé, il faut ne pas mettre aussi la sérologie du VIH dedans. C'est important. Tous ceux qui sont conscients qu'à un moment donné de leur vie, ils ont pris un risque. Les risques, on a dit tout à l'heure, les voies de transmission, c'était 3. Est-ce que j'ai emprunté la même voie que le VIH? La voie sexuelle, est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels? Non protégés. Non protégés, donc c'est un risque que j'ai pris. Donc, sans tenir compte de l'apparence de mon partenaire, de ma partenaire, j'ai pris un risque. Ok. Donc, on va faire un test. Est-ce que j'utilise des objets tranchés avec d'autres personnes? Voilà. J'ai accouché mes enfants. Est-ce qu'au moment où j'ai fait les tests? Bon, tout ça là, quand il y a une question de risque, de prise de risque, il faut aller faire le test. Ensuite, dans certaines circonstances de la vie, par exemple, on est jeune, on veut s'engager dans une relation sexuelle, c'est le début. Un bilan prénuptial, on va faire les analyses. Il ne faut pas qu'on oublie de faire le VIH. C'est aussi important. C'est important. C'est important. Tu es femme enceinte, tu veux donner vie à la vie.
il faut penser au VIH pour ne pas, comme l'a dit Augustin, ne pas être le véhicule du VIH, celui qui transmet, celle qui transmet ce virus-là à son enfant. Donc, également, quand on est malade, à un moment donné, on est malade, on va à l'hôpital et que le soignant, le médecin nous propose de faire un test de dépistage. Qu'on ne dise pas non, je vais faire tout, je vais faire pour le palu, je vais faire pour ça là, mais ça là, je vais revenir après. C'est un bilan qui fait partie, ça permettra au médecin de te soigner très bien, d'écarter le VIH, ou bien si c'est le VIH, de ne pas vous faire gaspiller de l'argent. D'accord. Donc, une situation de viol, il y a des viols, des jeunes filles qui sont violées dans nos milieux, et on gèle parfois l'amiable, parce qu'on a peur que c'est de la même famille, c'est le même quartier, il ne faut pas que l'autre aille en prison. Donc, on gère et on oublie même d'aller à l'hôpital pour dépister, faire un dépistage des acteurs. Voilà, c'est aussi important. Et la fille et celui qui a violé, pour que s'il y a une séropositivité quelque part, on peut sauver cette fille-là en la mettant rapidement sous traitement. D'accord. Donc, en couple, lorsque l'un des partenaires a voyagé, va l'un séjourner quelque part, revient, bon. Donc, on se dit que l'un des partenaires est très actif sexuellement, donc on peut toujours. Il faut proposer, tu es venu, sans état d'âme, je n'ai rien contre toi, mais est-ce qu'on peut faire l'état des lieux? D'accord. Voilà, et sommairement, donc. Ok, est-ce que le test de dépistage est gratuit au Togo? Bien sûr. Gratuit. Le test de dépistage est gratuit dans les centres, les CDV, les centres de dépistage volontaire, les centres dotés que le PNLS à qui le PNLS dote. Sinon, voilà. en clinique, par exemple, ça a un coût? Oui, il y a dans certaines cliniques, même en institut d'hygiène, ça a un coût. D'accord, d'accord. Histoire de Voilà. mieux savoir, parce qu'il faut édifier les téléspectateurs qui nous suivent. Quels sont les résultats auxquels on peut s'attendre à l'issue du test de dépistage? 3 résultats. D'accord. 3 résultats essentiellement. Et après un test de dépistage, on peut vous dire que votre test est négatif. C'est négatif. Dire que vous n'avez pas le virus au vous sein n'avez pas de votre corps. de virus, la trace du virus dans votre corps. D'accord. Et là, le conseil, parce que Augustin l'a dit, avant de faire le test, on fait un conseil. On vous écoute. Ok. Là, on va voir votre prise de risque. L'évaluation du risque va nous dire, est-ce que ce seul test suffit ou bien il faut revenir dans un mois faire un autre test. Parce que si vous avez pris un risque il y a 1 semaine, 2 semaines, ce n'est pas pris en compte par le test que vous venez de faire. D'accord, là il va falloir revenir. Ok. Ensuite, le test peut être positif. Ok. Là, on le fait pour donner un test positif, on confirme. Nous-mêmes, le laboratoire, les biologistes même tremblent. On fait, on recontrôle. Quand ça arrive, bien sûr, ça arrive là, on recontrôle, on vérifie, est-ce que tu as bien vu? Donc, quand c'est bien vérifié que c'est positif, donc le test est positif, ça veut dire que vous avez ce virus-là dans le corps. Le test peut être aussi indéterminé. Ah, il y a des cas comme ça? Oui, indéterminé. Et c'est que souvent, on fait... quand on fait un premier test qui est très sensible et qui est positif, on va confirmer avec un autre test qui va dire la même chose que vraiment c'est le VIH. Mais il peut arriver que le premier test dise que c'est positif et que l'autre dise que c'est négatif. Là, on ne peut pas trancher. On ne peut pas trancher. Là, on essaie de voir l'évaluation des risques, les risques. Peut-être que... parce qu'il faut au moins 4 semaines pour que ce virus puisse s'exprimer, qui est les anticorps qu'on vérifie. D'accord, qu'on appelle la période de séroconversion. Donc, on peut dire, peut-être, il faut revenir dans un mois, on va contrôler. Tu reviens dans un mois, si c'est toujours comme ça, on fait un prélèvement qu'on envoie au CNR, le Centre national de référence, le laboratoire national, qui a d'autres tests encore plus performants, qui prennent plus de temps, et on va refaire, on dit, viens chercher le résultat dans 1-2 semaines. D'accord. Voilà à peu près les résultats qu'on peut avoir. On peut s'attendre. Voilà. Peut-on vivre avec le virus sans le savoir?
Mais ça, c'est 100%. Parce que... Et qu'on n'a pas de manifestation clinique, rien. Ah, d'accord. Et on est bien sans le savoir carrément. Mais on l'a quand même au sein de nous. Manifestation clinique aussi, qu'est-ce qui prouve que c'est le VIH? Voilà. Les signes qu'on a, c'est le même signe. Là, on peut les retrouver dans d'autres maladies. Il peut s'agir d'une tuberculose. Il peut s'agir d'un diabète qui te donne des infections, des trucs. Tu maigris et toi, tu... C'est arrivé. Les gens pensent qu'ils étaient vraiment convaincus qu'ils ont le VIH, alors que c'était autre chose qui les tuait. Ou bien. Donc, c'est rien que le test qui va te dire que vraiment, tu l'as pas. Mais si tu es en bonne santé et tu ne fais pas le test, au moment où tu commences par sentir d'un malaise, il faut penser aussi au VIH. Au VIH, ok. Maintenant, dans quelles dispositions ou dans quelles conditions vous mettez, disons, les patients, si je peux le dire comme ça, ou ceux qui sont venus se faire dépister, pour leur communiquer le résultat, parce que c'est là le plus important. Monsieur Augustin l'a dit tout à l'heure, la dame qui a eu à le lui annoncer, elle est allée par de bonnes manières, mais d'autres pas. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour l'annonce de ce résultat? Oui, ne communique pas, ne fais pas un test de dépistage à quelqu'un, celui qui n'est pas formé. D'accord. Pour faire un test de dépistage et communiquer un résultat à quelqu'un, il faut être formé. Malheureusement, oui, il y a eu des... comment on appelle? Il y a eu des actions qui n'étaient pas bien en matière de dépistage, d'accord? Et ça, on le reconnaît. Donc, il faut être formé. Et quand on est formé, on sait qu'on doit faire d'abord un conseil pré-test. Ce conseil pré-test permet d'abord de vérifier avec la personne les généralités, ses connaissances en matière de VIH-Sida. Ensuite, on va faire avec avec cette personne-là, comment on appelle, l'évaluation du risque, pour que la personne même arrive à comprendre qu'à un moment donné, j'ai pris un risque. Ça fait que à un moment donné, bon, si le résultat même est positif, c'est que oui, effectivement, j'ai pris un risque. Ensuite, on va l'aider à faire ressortir l'intérêt que présente le test de dépistage pour lui-même et ensuite pour sa famille et toute la communauté. Donc, si le conseil est bien mené comme ça et qu'on leur rassure que voilà, il y a des médicaments, il y a une équipe qui est en place pour l'accompagner. On le rassure. Un bon accueil dans la discrétion totale. Voilà, respect de la confidentialité. C'est ce qui fait qu'on a peur d'aller se faire dépister. Voilà. Donc, le respect de la confidentialité, le conseil est bien fait. Un respect de la confidentialité. Le test est sûr. Le test, on est sûr qu'on a de bons réactifs. On fait le test. Bon. Quand on donne le résultat à la personne, oui, la personne peut faire des crises devant vous. Ça peut arriver, ça peut chauffer même. Il y a une dame qui m'a cassé tout dans le bureau. Tout ça là, et a juré de se suicider. Mais aujourd'hui, elle est en forme, elle vient, elle est contente d'être là aujourd'hui. Donc voilà, et quand on est formé et on le fait et qu'on est en équipe, ce n'est pas une seule personne. Parfois dans le centre, tu es obligé d'appeler d'autres, de faire appel à d'autres personnes, un psychologue, et ainsi de suite, pour gérer la situation. Voilà, pour gérer la situation. Merci à vous. Monsieur Doglin, je suppose que votre vie a pris un tournant totalement inattendu à l'annonce de ce résultat. Comment avez-vous géré cela? Non, de toute façon, comme je le disais, ce n'est pas facile aussi de vivre avec ce foutu virus et aussi la période où je connaissais mon statut sérologique. Oui, ça a pris un tournant, mais c'était plutôt un tournant positif. Ce que je faisais, j'ai abandonné pour me consacrer uniquement à la lutte contre cette infection. Je me suis engagé bénévolement dans la lutte contre cette infection. J'étais sur tout le front pour qu'on puisse respecter un peu les personnes vivant avec le VIH, et pour qu'on puisse déposer un visage humain sur l'individu vivant avec le VIH, pour qu'on puisse avoir accès au traitement et puis avoir accès au renforcement de capacité des soignants pour l'épanouissement des personnes vivant avec le VIH-Sida. Je pense que c'était ce tournant.
plutôt positif hein, pour moi et pour la communauté des personnes vivant avec le VIH fondamentalement. Mais donc, ça n'a pas été facile aussi, tout ça là. Mais je pense que Dieu est dans moi-même psychologiquement, je m'étais bien préparé aussi. Pas nécessairement d'aller découvrir en ce temps-là un statut sérologique positif au VIH, mais plutôt savoir pourquoi je suis souvent malade. C'était ça l'objectif, mais bon, on va veiller quoi, on verra et puis on l'a pris et puis on avance. On avance, voilà. Et il faut dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, votre vie après un tournant plutôt positif parce que vous avez commencé à militer et tout ça. Mais est-ce qu'au tout début, vous avez gardé ce résultat secret ou tout de suite, vous n'avez pas eu de problème à communiquer autour? Non, pas du tout, je n'ai pas gardé secret. Mais j'étais aussi quand même aussi un peu dans les activités, hein, parce que déjà, à partir de 1989, j'étais déjà actif au niveau de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF, en faisant du théâtre, en sensibilisant dans le cadre de la santé sexuelle et de la reproduction, hein, avec notre théâtre. Je n'étais pas aussi déconnecté de cet aspect, mais je ne connaissais pas mon statut sérologique et tout ça là. Et bon, non, je n'ai pas gardé pour moi. Hein. J'ai un frère et ami, un cousin, ami, et à qui j'ai annoncé dès le premier jour. Et quelle fut sa réaction à lui? Non, plutôt, il faudrait que moi-même je sois un peu plus fort pour pouvoir le supporter. Ah, donc lui, il a plutôt eu un choc par rapport à vous. C'est un choc par rapport à moi. Et il avait aussi décidé le même jour de l'amener dépister dans les années 90. C'est pas du tout facile. Bon, il l'a fait et puis bon. Après, j'ai préparé la famille un temps et puis je leur ai annoncé à toute la famille. Ça n'a pas été facile pour moi, mais j'étais prêt à assumer toutes les conséquences. Et puis bon, c'était plutôt moi qui ai supporté aussi les parents dans la gestion de cela et également en même temps dans la gestion de ma phase maladie parce que j'étais dans une phase sida, maladie très avancée, je mourrais. Mais bon, comme j'ai refusé de mourir, grâce à Dieu, c'est ça. Et puis là, et puis ça va. Voilà, ça va. Et puis ça va, Dieu merci. Et quel fut le regard de la société à l'époque lorsque, disons, ils ont su votre état? Bon, le regard de la société, je n'ai pas ce temps de les regarder pour voir comment est-ce qu'ils me regardaient. Oui, lorsque je le dis, des fois, c'est... ça, c'est avoir un mental fort. Oui, bon, ce n'est pas mon orgueil, mais c'est pas Dieu, parce que lorsque je l'ai vu, je lui disais que c'était le même jour que je me suis engagé dans Espoir Vie Togo, qui est à l'intérieur du centre de dépistage de conseil, qui hébergeait. C'est le centre de conseil de documentation qui hébergeait l'ONG Espoir Vie Togo. C'est le même jour, la même soirée, j'ai participé à une réunion avec 5 autres pères vivant avec le VIH-Sida. Hein. Et c'est parti comme ça. Oui, et puis de fil en aiguille, rapidement, je me suis engagé à parler sur tous les toits de Saint-Casser, d'Ancasser, par rapport à cette infection. Le regard des autres, ça vous importait peu. Non, je ne sais même pas si quelqu'un me regardait par rapport à ça, mais l'essentiel, d'abord, c'est de pouvoir me maintenir à vivre. Je mourrais lorsqu'on vous me posait la question. Plutôt, moi, j'ai pitié de vous que ceux qui ont pitié de moi. Mais bon, tant mieux. La famille est très solidaire, très entourée, est née d'une famille de 4 enfants et puis les parents, tout ça là. Il n'y a pas eu de comportement de stigmatisation ni de discrimination. Bon, pas affiché ou flagrant envers moi. Et puis, je vais moi-même, d'abord, je portais patiemment ce poids et puis je me suis engagé à pouvoir quand même sauver les autres d'autres et puis améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie. Bon, le regard, je fais mon chemin. D'accord, merci. Monsieur Godin, avoir le sida signifie-t-il mort forcément? Oui, bon, comme il a dit, hein, quand on parle de sida là, les gens, au début, on pense que c'est la mort. Quand tu as le VIH, c'est que forcément tu vas mourir. Ou bien tu vas mourir plus tôt. Voilà. C'était comme ça.
Mais aujourd'hui, je pense que les gens ont compris que, comme il a dit, dans chaque famille, il y a une, deux personnes qui vivent avec le VIH, et très bien. Voilà. Et très bien. Donc, aujourd'hui, on a dépassé cette étape-là. Okay. Les gens savent qu'on peut vivre avec le VIH. Quel est le traitement administré chez nous au Non, Togo? mais je voulais ajouter, mais malheureusement, les gens, certaines personnes malheureusement continuent pas à mourir de cette infection. Voilà. Par faute de pouvoir connaître très tôt leur statut sérologique, parce que pour ne pas aller à la phase SIDA, c'est très important de connaître très tôt son statut sérologique également. Mais c'est aussi de se faire cette violence de bien prendre le traitement. Il y a quand même plusieurs facteurs. Soit un certain nombre de soignants n'expliquent pas suffisamment en quoi une personne vivant avec le VIH qui prend les ARV s'engage, comment est-ce qu'il doit prendre, comment est-ce qu'on doit accompagner cette personne sur le plan psychologique et également sur le plan sociétal, comment est-ce qu'on doit accompagner cette personne, comment est-ce qu'on doit pouvoir l'aider à pouvoir avoir un autre regard sur la vie et que cette personne mène et autres là. Et je pense que c'est fondamental de pouvoir quand même rappeler. Et malheureusement, certaines commencent très bien, mais après, chemin faisant, baissent le bras et meurent malheureusement. Mais il y a aussi des gens. Mais aujourd'hui, on ne doit plus mourir de cette infection. Voilà. C'est un peu bête de mourir aujourd'hui de cette infection, mais on a de ces cas isolés. Mais le VIH ne doit plus signifier la mort aujourd'hui. Plutôt avoir le VIH, c'est la vie. Merci. Quel est le traitement administré au Togo, monsieur Koda? Oui, le traitement, bon, au fait, il y a, quand on rentre dans la prise en charge, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'on essaie de faire d'abord un bilan, un état des lieux. Est-ce que vous êtes malade de quoi à l'instant T là? Parce que ce n'est pas le VIH même qui tue habituellement. Mais c'est parce que le VIH a balayé la maison, vous a fragilisé, votre système de défense n'est plus au point que des infections qu'on appelle infections opportunistes, qui ne pouvaient pas en temps normal vous embêter, ces infections vont s'installer. Et c'est ces infections-là qui tuent habituellement. Donc, la première chose, quand tu traînes avant d'arriver, on doit traiter très bien toutes ces infections opportunistes. Ensuite, au même moment où on traite ces infections, on te met sous le traitement spécifique, le traitement même qui va maîtriser le VIH, qu'on appelle les antirétroviraux. Et pour ces antirétroviraux, on fait une association de 3 médicaments au début. Au début, c'est ça. Avec le temps, ça peut changer. Une association de 3 médicaments, on appelle une trithérapie. Une trithérapie. Ce n'est pas seulement dans le VIH, même pour la tension, on fait des associations de médicaments. Pour le diabète, on fait des associations de médicaments. Pour la tuberculose, c'est jusqu'à 4 médicaments qu'on associe. Donc, dans les maladies, on fait toujours des associations de médicaments pour bien combattre la maladie. Donc, ces antirétroviraux, il y a plusieurs variétés. Chez les enfants, habituellement, nous utilisons ce qu'on appelle la Bacavir et la Lamivudine, associé à l'opi. Bon, ça dépend. Chez les adultes, bon, c'est le Tenofovir, la Lamivudine avec dolutegravir qui est arrivé récemment, très puissant. Donc, un comprimé seulement par jour. Très facile à tolérer. Ce n'est pas comme les anciens médicaments. Quand tu prends ça, te donne des somnolences, des cauchemars. Non, tu le prends, tu ne sens même pas. Même la journée, le matin, tu peux le prendre et vaquer encore à tes occupations. Donc, les médicaments ont été assez améliorés aussi. Mais si tu négliges, comme le dit Augustin, au début, ce seul médicament de 1 comprimé par jour chez un adulte, tu ne le prends pas très bien, le médicament, le virus, finit par devenir rebelle. On parle d'échec. Donc, le traitement a échoué. Et là, on est obligé d'aller avec des médicaments encore plus, on doit changer, des médicaments plus difficiles à prendre. Et là, tu seras appelé à prendre jusqu'à
5 voire 8 comprimés par jour. D'accord. Où est-ce qu'on peut se procurer ces antirétroviraux? Oui, dans tous les centres de prise en charge, les centres de dispensation accrédités par le PNLS. Le PNLS, c'est gratuit. D'accord. Les ARV, c'est gratuit. Bon, peut-être ce qu'il faut aussi ajouter dans tout cela. Aujourd'hui, nous avons cette chance que nous avons de nouvelles générations de médicaments antirétroviraux qui permettent de pouvoir être plus tolérés, et c'est-à-dire en termes de prise de ces médicaments qui sont très 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 efficaces et qui quand même en un temps record améliorent qualitativement l'état de santé de la personne vivant avec le VIH-Sida. Et nous avons 3 lignes de traitement. La première ligne pour démarrer. Ensuite, lorsque tu fais le malin avec le traitement, que ça ne marche plus, on te met sur la seconde ligne, et puis c'est là-bas, tu continues pas à faire le malin. Vous appelez quoi par faire le malin avec le traitement? Oui, c'est une blague avec le traitement, ne le prennent pas correctement. Et les virus deviennent rebelles, comme il a dit, et maintenant ça devient résistant. Alors, l'effet escompté, on ne l'a plus. C'est plus compliqué à gérer, etc., etc. Alors, il y a quand même un programme national de lutte contre le sida qui organise la prise en charge des médicaments et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida de Saint-Cassé à Djancassé sur l'ensemble du territoire. Et au niveau du Togo, le programme quand même a des centres qu'il a accrédités, qui ont les critères ou le plateau technique acceptable pour pouvoir offrir les services aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Depuis 2008, 17 octobre, le chef d'État a décrété la gratuité des ARV. Et je pense que c'est gratuit sur l'ensemble du territoire. Que tu sois riche ou pauvre, tout le monde, on peut l'avoir gratuitement. Ça ne se vend pas à la pharmacie. C'est dans les centres et c'est gratuit, c'est très important. Le dépistage est gratuit, les ARV sont gratuits également. Et d'autres, 1 ou 2 analyses également, la charge virale ou les CD4 également sont gratuites. Et je pense que c'est fondamental. Et que le État togolais, à travers le PNLS, a renforcé la capacité des prescripteurs ou des médecins ou des assistants ou des infirmiers aujourd'hui également pour pouvoir bien prendre en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida et avec des documents normatifs, avec des directives, et canaliser un peu ce travail-là pour que le meilleur traitement possible soit adressé aux personnes vivant avec le VIH. À vous entendre parler, vous êtes sous traitement, forcément. Oui, bien sûr, depuis plus de 20 ans. Voilà. Est-ce que c'est le même traitement que vous avez commencé à prendre depuis le début jusqu'à maintenant? Ça reste inchangé? Oui, ça reste inchangé. D'accord. Bon, je ne suis pas passé à une ligne, à une deuxième ligne. Donc vous n'avez pas été rebelle à l'époque? Non, pas du tout, jusqu'à maintenant. Je ne serai pas rebelle. Parce que aujourd'hui, je suis sur médicaments de première ligne. Bon, entre-temps, ils ont changé 2 ou 3 molécules au vu des disponibilités. Mais bon, ça, je les tolère bien. Je continue pas à les prendre au moins jusqu'à 30 ans, on verra. Parce que je ne mourrai pas de ça, je vais mourir avec. Et si après, naturellement aussi, le virus peut devenir résistant lorsque vous avez une longue durée de prise et avec les assistants CODA, et puis ça suite, on verra si on peut encore faire notre cocktail pour aménager le traitement. Ok, dites-nous, quel est votre secret? On vous sait très militant dans ce domaine. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, pas du tout. Lorsqu'on me pose ce genre de questions, je ne saurais comment répondre. D'abord, c'est une grâce divine. Et puis, c'est aussi mon engagement, c'est aussi peut-être le soutien de tous mes amis, et de tous mes amis à travers le monde entier qui me permettent, mais aussi le fait de donner le sourire à quelqu'un qui l'a perdu. Le fait de donner le sourire à quelqu'un qui l'a perdu suite à cette infection, ou le fait qu'un parent me dit « Ah, on se vit au Vigne Tchagbe, à l'Osron Tchagbe. » Ce soulagement-là. Oui, ce n'est pas monnayable. Ce n'est pas monnayable, et puis je pense qu'on fait un travail extraordinaire. Et moi, d'autres personnes le font qui ne sont pas certainement visibles, mais font plus que moi aussi dans ce travail. Je pense que c'est formidable. D'autres personnes ne sont pas touchées directement, mais
sont plus actifs dans la lutte. Ces médecins, ces assistants, ces infirmiers et ces professeurs également qui sont là et avec qui on est là et on discute de la meilleure façon de prendre en charge, la meilleure façon de mener la lutte contre le VIH-Sida au Togo, en Afrique et dans le monde, parce que je suis un peu actif sur le plan mondial, Afrique et puis au niveau de notre pays. Le secret, c'est que la personne humaine soit bien traitée un temps soit peu, si je puis m'exprimer ainsi. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Koda, dites-nous, les antirétroviraux sont toujours disponibles ou il y a des ruptures par moment? Oui, il y a par moment, nous connaissons des ruptures. Et en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais on essaie toujours de faire des arrangements, on essaie de voir quel médicament, quel ARV on peut prendre rapidement pour remplacer. Et donc le PNS fait quand même des efforts. Quand il y a certain de rupture, on donne des notes circulaires rapidement, dit que face à cette situation de rupture, comme ça, de telles molécules, faites comme ça en attendant l'arrivée de la commande. Donc, on ne laisse pas quand même les patients partir à la maison sans médicaments actuellement. Ok. Dites-nous, peut-on être infecté et avoir une vie de couple normale avec un partenaire qui serait séronégatif? Est-ce possible? Oui. Aujourd'hui, il y en avait avant. Depuis, il y a ce qu'on appelle les couples sérodiscordants. Les gens qui sont mariés, qui sont en couple pendant 10 ans, 15 ans, qui font des enfants. L'un des partenaires est positif, l'autre est négatif. Mais l'autre n'a jamais pris de disposition, le qui est infecté aussi n'a jamais pris d'ARV, mais l'autre est toujours négatif. D'accord. Ça existe. On fait le test plusieurs fois, elle est négative. Mais avec les antirétroviraux et surtout avec les nouvelles générations d'antirétroviraux qu'on a aujourd'hui, c'est démontré que lorsque le partenaire qui est séropositif, qui est positif, est sous ARV et respecte très bien son traitement, il n'y a pas de souci. Il ne transmet plus. Ok. Donc, on dit indétectable. Dans le corps, c'est ça? Le virus dort. Okay. Le virus, c'est le virus circulant qui infecte. Ok. Le virus, quand il rentre, il cherche un logis qui est un globule blanc. Okay. Et c'est à l'intérieur du globule blanc, il se multiplie pour sortir et aller infecter. Et c'est ce virus circulant qui infecte. Voilà. C'est comme dans ce quartier, il y a des voleurs, mais parce qu'il y a la patrouille, il ne peut pas sortir pour casser des magasins. Mais il est là, dans la journée où vous êtes là, vous savez que vous êtes avec un voleur. D'accord? Donc tant que tu prends tes ARV, il est maîtrisé, il est là-bas, et qu'on fait l'analyse, on dit il est indétectable. Okay. On ne dit pas que tu es devenu séronégatif. D'accord. Une fois que tu es positif à vie. Jusqu'à preuve du contraire. Ok. D'accord? Mais tu peux rester indétectable, ne plus transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. Ok. Que ce soit sur le plan sexuel ou bien un objet tranchant même qui est utilisé. Ok. Voilà. Si en couple on peut vivre une vie normale en couple, qu'en est-il des enfants alors qui vont ressortir de cette union-là? Supposons que papa est séropositif, maman est séronégatif. Les enfants qui vont en sortir, quel sera leur sort? Là, il n'y a même pas de risque. Okay. Parce que le VIH n'est pas une maladie héréditaire. Ok. D'accord, c'est une maladie, on dit syndrome d'immunodéficience acquis. C'est au cours de la vie qu'on le contracte. Donc, si c'est maman seule qui peut contaminer son enfant, soit au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement, au moment de l'accouchement, ou bien lors de l'allaitement. Donc, si maman est négative, n'a pas été infectée, donc son enfant... Maintenant, au cas où maman est séropositive. Voilà. Si maman est séropositive, elle a l'obligation d'être rapidement, le mieux c'est d'être sous traitement avant même d'être enceinte. Ok. C'est encore très bien. Ok. Si elle ne le sait pas, dès qu'elle est enceinte, au cours du premier trimestre déjà, les 3 premiers mois, il faut qu'elle fasse un test de dépistage. Voilà. Et si elle est positive, on la met le même jour sous traitement. Ok. Je précise en passant qu'aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle le test intrite. Dépister, traiter. Ok.
D'accord. Aussitôt dépisté, tu ne sors pas du centre, On commence du bureau, automatiquement le tant qu'on ne te traitement. remette les antirétroviraux. Ok. C'est pas comme avant, il faut faire un dossier, attendre 2 mois, tout attendre un 6 protocole. mois, 1 an, avant d'être éligible. Contrôle les CD4, on ne fait plus ça. Ok. Ok. D'accord? Ok. L'objectif, c'est que, parce que ça peut surprendre les gens qui peuvent être malades. On dit il est bien, il est en bonne santé, mais subitement, il va développer une tuberculose, subitement, il va développer un cancer. Voilà. Donc, on essaie d'anticiper maintenant et d'arrêter aussi la propagation de la maladie au sein de la communauté. Ok. Donc, c'est très efficace aujourd'hui. Indétectable égale intransmissible. C'est les experts, hein, les Américains, les Suisses. Hein, la Suisse a vu ça très tôt. Les Américains ont confirmé. La France est venue, hein, et En comment on appui. appelle, en appui également, D'accord. dire que ça c'est sûr. Ok, maintenant, supposons, comme vous l'avez dit, une mère séropositive qui se fait traiter ne peut pas transmettre le virus à son enfant. Oui. Maintenant, l'enfant à son tour, à la naissance, après combien de temps on peut savoir l'état de cet enfant-là? Voilà. Un enfant qui a été exposé, c'est-à-dire un enfant né de mère séropositive, on ne lui fera pas le même test qu'on fait aux adultes. On lui fera un premier test à 6 semaines, 1 mois et demi de vie. On fait un premier test qu'on appelle PCR. D'accord? On va piquer au bout du talon ou bien du gros orteil, prendre un peu de sang sur un papier et on envoie au laboratoire. Et en 2 semaines, 1 mois plus tard, on envoie le résultat. Si l'enfant est négatif, si c'est négatif, D'accord. et que cet enfant n'est pas, si c'est négatif, ça veut dire que dans le ventre et au moment de l'accouchement, cet enfant n'était pas infecté. Ok. D'accord? Ok. Maintenant, on va attendre. Est-ce que l'enfant va téter? Est-ce qu'il sera au sein? Ok. Est-ce que si la maman va allaiter, donc la maman peut allaiter bien son enfant et jusqu'à la fin de l'allaitement, hein, habituellement au plus tard, au plus en 1 an, on va arrêter son allaitement. Et on fera un autre test. D'accord. Un autre D'accord. test pour voir. Mais le test définitif est fait à 18 mois. D'accord. 18 mois, on fera carrément le même test qu'on fait aux adultes, hein, la sérologie. Si l'enfant est négatif, il est déclaré négatif. D'accord. Mais je rappelle aussi qu'à la naissance, en même temps, chez cet enfant, hein, on donne les antirétroviraux. Il y en a en sirop qu'on doit donner à l'enfant. Pour dire que le jour de l'accouchement, là, si le VIH passait, il ne va pas rester. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Dites-nous, monsieur Augustin, avez-vous une vie amoureuse normale? Bon, le mot normal, rien n'est normal dans cette vie. Bon, j'ai eu une vie de couple, j'ai eu une vie amoureuse, je suis marié, j'ai des enfants. Voilà. Et ça va, tout marche bien. Dieu merci. Alléluia. Et c'est ça, hein? D'accord. On ne se plaint pas trop par rapport à tout ça. De toute façon, moi j'ai une charge virale supprimée depuis plus de 16-17 ans, hein, que j'ai supprimé ma charge virale. Ici et ailleurs, j'ai fait le test. Je n'ai pas de ces virus qui circulent pour infecter d'autres personnes. Ok. Alors sur tout le plan, le VIH, je ne peux plus me quitter pour aller. Cela ne voudra pas dire que je ne dois plus continuer par prendre le traitement. Voilà, c'est je très dois important, toujours c'est continuer primordial. par prendre le traitement. C'est ça aussi que un certain nombre de soignants n'arrivent pas à bien expliquer à mes pères qui vivent avec le VIH, qui ont des charges virales supprimées, disent ah on va pas mieux. Et voilà. Audio quoi. Maintenant les gens disent eh, mais je n'ai plus ça, pourquoi je vais continuer par prendre. D'où on n'a pas aussi de ces thèmes dans nos dialectes pour pouvoir bien expliquer, Voilà. mais de grâce que ces Il faut y médecins, ces penser. prescripteurs, ces infirmiers puissent continuer par dire, même si on vous trouve une charge virale qui est supprimée, vous devez toujours continuer par prendre ces herbes pour pouvoir les maintenir dans leur cachette pour ne pas avoir des véhicules, des virus circulants. Mais c'est dans vos cœurs, dans notre corps, c'est dans les ganglions, c'est dans les moelles osseuses,
c'est vers le cerveau, etc., etc. Ça, c'est ces zones sanctuaires où il se cache. Lorsque la pression est trop forte à travers les antirétroviraux que nous prenons, c'est là où ça se réfugie. Mais lorsque vous allez abandonner, il va y avoir une résurgence de ces virus dans le sang et qui peut exposer la vie de quelqu'un d'autre dans tous les liquides biologiques. On peut retrouver le VIH dedans. D'accord. D'après vous, la séropositivité est-elle un facteur d'exclusion dans la société? Oui, oui. C'est un facteur d'exclusion, parce que la stigmatisation, la discrimination associée au VIH demeure malheureusement, et c'est une autre forme d'épidémie, et quelqu'un l'a déjà dit, et depuis le début de cette infection, mais on ne l'a pas trop pris au sérieux, mais les gens sont malheureusement stigmatisés, discriminés ou diffamés par rapport à l'infection. C'est un facteur d'exclusion. Malgré qu'il y a eu une loi portant protection des personnes en matière de VIH, il n'y a pas eu une loi portant protection des PVVIH, mais toute personne, et la riposte, comment est-ce que ça doit faire, mais ça contribue à exclure ou à refuser ce qui est de droit aux personnes vivant avec le VIH ici et ailleurs. D'accord. Monsieur Koda, dites-nous, existe-t-il des centres d'accueil pour des personnes qui ont été rejetées systématiquement par leur famille? Non, il n'y a pas de centre. Ça risque d'accroître la stigmatisation. Ça risque d'accroître la stigmatisation, la discrimination, aller caser les gens quelque part. On va dire, dans ce centre-là, dans cette maison... Non, en fait, pas caser forcément, parce qu'on en a où, lorsqu'on sait l'état, c'est que toute la famille vous rejette carrément. Ces personnes n'ont nulle part où aller. On fait un accompagnement, surtout les ONG, les associations font des accompagnements au cas par cas. Il y a des cas, Augustin ici peut témoigner, il y a des cas où on a été obligé d'aller loger même la personne, loger des familles quelque part, des enfants qu'on a pris, qu'on a trouvé des familles d'accueil pour eux. Donc, ces cas existent. On a un insertion sociale, comment trouver les vivres, aider à vivre, ainsi de suite. Ça, on le fait au quotidien. On le fait au quotidien, mais dire qu'il y a un centre d'accueil quelque part précis pour le faire, non. Mais on le fait. Il y a des accompagnements au cas par cas. Ok, maintenant dites-nous, est-ce qu'au Togo, nous avons un traitement préventif contre ce virus-là? Je pense que tu veux parler de la PrEP. Voilà. La prophylaxie pré-exposition. La prophylaxie pré-exposition est en phase pilote dans un centre, le centre d'Augustin, Espoir Vie Togo, qui a livré ses résultats en décembre, novembre ou décembre passé. Et on était à Thiévier, j'ai eu la chance de participer à cet atelier-là. Les résultats étaient très bons, très bons. On voit que aujourd'hui les ARV sont puissants. Donc, il y a une manière de prendre ces ARV-là pour prévenir la transmission du VIH. Donc, c'est ce qu'on appelle la PrEP. Et il y a deux façons de faire cette PrEP-là. Il y a la PrEP en continu. Par exemple, pour un couple sérodiscordant, l'un des partenaires est positif, l'autre est négatif. Et celui qui est, ou bien celle qui est négative, n'est pas convaincu que même si la charge virale de son partenaire est indétectable, il peut avoir des rapports non protégés, va adopter la PrEP, prendre aussi des ARV et des médicaments tous les jours. La PrEP à la demande, ça c'est pour un groupe de population, des travailleurs de sexe, ainsi de suite, qui prennent des risques. Donc, avant d'aller 2 heures de temps avant le rapport sexuel, va prendre 2 comprimés. Le lendemain, à la même heure, va prendre un comprimé, et le surlendemain, encore un comprimé, et s'arrête. Mais si jamais, dans les 5 jours-là, il prend encore des rapports sexuels, il va prendre un comprimé. Si ça dépasse une semaine, là, il doit recommencer carrément. Donc, on fait une consultation d'abord. Le document est déjà, le document de la PrEP déjà a été validé. Donc peut-être que cette année, si tout va bien, ça va commencer par être mis en pratique dans quelques centres. Dieu merci, parce que c'est aussi important. Vous voulez ajouter quelque chose à ça? Oui, c'est très important. La PrEP existe aujourd'hui. La PrEP à la demande de la PrEP continue.
Le défi, c'est de pouvoir avoir une bonne quantité des ARV pour pouvoir passer. Mais pour le moment, c'est plus réservé aux couples sérodiscordants, aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, aux professionnels de sexe ou aux populations clés d'une manière globale. Et je pense que c'est des avancées dans la lutte contre le VIH. Ok, c'est des avancées, comme le dit si bien Monsieur Augustin. Voilà, à l'heure actuelle, nous sommes face à une autre pandémie. Nous vivons une autre crise sanitaire. Monsieur Koda, oui. Dites-nous, quelle gestion vous faites de la maladie par rapport à cette crise sanitaire que nous vivons actuellement? C'était pas facile, hein. C'était pas facile, étant donné qu'on dit que les immunodéprimés, les personnes vivant avec le VIH sont des personnes déjà immunodéprimées, c'est-à-dire leur système immunitaire est faible, est affaibli. Donc, les immunodéprimés, et qui encore peut avoir un peu de VIH, peut avoir encore la tension, peut avoir le diabète. Donc, vous voyez à peu près. Et il y a des PVVS qui sont sous ARV maintenant, depuis, Augustin l'a dit, 20 ans, 25 ans, et qui ont vieilli 60 ans et au-delà. Donc, toute cette cible-là, vous voyez qu'ils sont tellement à grand risque par rapport à Covid-19. Donc, quand ça a commencé, c'était pas facile. C'était pas facile, mais grâce aux mesures de barrières, mesures prises par le gouvernement, les accompagnements pour les mesures de barrières, le lavage des mains, la distanciation, on a pu réorganiser carrément le service. D'accord. On a pu réorganiser le service, et même le personnel dans les centres, on a dû faire des équipes pour ne pas être nombreux sur les sites et délivrer les ARV rapidement. On est parti et on a commencé par faire la dispensation multi-mois. C'est-à-dire, au lieu de donner les ARV chaque mois, les gens vont revenir, on donne les ARV chaque 3 mois. Ok. On a commencé par faire la dispensation communautaire. Nous tous, sur le site, on se mobilise et on apporte les ARV au domicile des gens. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui étaient restés dans des villes et avec le bouclage des villes qui ne pouvaient pas se revenir au centre. À cause de la stigmatisation, il y a des gens qui quittent Baguida pour venir à Dido-Gomé, des gens qui quittent à Dido-Gomé pour aller à Thiévier, pour prendre les ARV alors qu'il y a des centres à côté. Donc tout ça, là, ça a été des difficultés qu'on a eues. Et il y a eu même besoin d'accompagner des besoins alimentaires. Surtout par rapport aux enfants, aux adolescents que nous accompagnons, les orphelins. On a dû, dans les associations, on a réussi à faire des kits alimentaires et pour soutenir un peu ces enfants. Donc, à peu près, c'est les mesures que nous avons prises dans les centres pour favoriser cette situation de crise sanitaire. Crise sanitaire. Maintenant, dites-nous, Covid-19 date d'hier et déjà des vaccins s'annoncent. Le sida, bientôt 40 ans, vous l'avez dit, toujours pas de vaccin. Qu'est-ce qui se passe concrètement? À qui la faute? Oui, non, la faute n'est à personne. La faute n'est à personne. La faute, c'est dû même au pouvoir. Comment on a dit? Du virus, du VIH. Le VIH a cette particularité de changer. La force du VIH se trouve dans sa multiplication anarchique. Le VIH se multiplie. Un seul VIH, virus qui rentre dans un globule blanc, va en sortir dans une journée plus de 7 millions. 1 milliard, c'est beaucoup. Donc, c'est cette multiplication anarchique qui désorganise le système immunitaire. Vous voyez? Donc, en faisant, se multipliant comme ça, il y a ce qu'on appelle des mutations. Il y a de nouvelles souches qui ne leur ressemblent plus. Et ça l'avantage encore.
D'accord? D'accord. Donc, c'est pourquoi on dit aux personnes vivant avec le VIH de ne pas rater les médicaments. Quand tu ne prends pas les médicaments tous les jours pour empêcher le virus de se multiplier, au fur et à mesure qu'il se multiplie, il fait des erreurs. Il fait des erreurs et ces erreurs-là vont faire que le médicament risque d'échouer. D'accord. Voilà, donc c'est la première chose. Donc il y a d'autre part, il y a plusieurs souches de VIH. Comme on prend le VIH1, il y a plusieurs sous-types de VIH1. Le VIH2, plusieurs sous-types de VIH2. Ce qui fait que trouver un vaccin qui englobe tout ça là, c'est complexe. D'accord. Et ensuite, le VIH s'intègre directement dans le génome de la personne. Infectée. Alors que Covid ne va pas là. C'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Si on a la volonté, je pense qu'on peut trouver un vaccin. Voilà. C'est vrai. Et malheureusement, le VIH, vous prenez les statistiques, nous sommes 35 millions dans le monde cas actifs, si je peux emprunter le terme de Covid, cas actifs dans le monde, selon les statistiques, il y a plus de 25 millions sont en Afrique au sud du Sahara. Le problème n'est pas là où on peut rapidement prendre des décisions et trouver les moyens. Le problème ne réside pas là-bas. Mais paradoxalement, le problème de Covid se retrouve au nord et au sud, ici, on trouve un vaccin. On trouve les vaccins. Mais ce qui aussi interpelle nos dirigeants de pouvoir investir dans les recherches, dans la recherche. Voilà. Combien l'État togolais investit dans la recherche? Peut-être Babou. Combien les États africains investissent dans la recherche? That is a question. Ah oui, that is the question. Yeah. Et maintenant, dites-moi, avez-vous peur pour votre santé par rapport à cette nouvelle crise sanitaire que nous vivons? Moi, particulièrement, pas peur, parce que je ne vis pas pour moi, je meurs, je ne mourrai pas pour moi. Mais en même temps, Dieu nous a dotés de cette capacité d'être vigilants et puis de se prendre en charge. Voilà. Mais en même temps, ce n'est pas aussi facile pour d'autres. Hein. Ce cas de Covid-là, ça a augmenté une dose d'anxiété et puis de stress et d'angoisse aux personnes vivant avec le VIH. Et c'est ce qui m'a quand même permis aussi d'être sur tous les fronts, sur tous les médias de Saint-Cassé à Djancassé pour sensibiliser les gens. Ce n'est pas que nous, les personnes vivant avec le VIH, nous sommes plus vulnérables que toute autre personne qui est immunocompétente, c'est-à-dire qui a un système immunitaire très en forme. Mais c'est lorsque vous allez l'avoir, vous deux, et que votre système est déficitaire, c'est en ce moment que ça peut apporter des complications. D'où ça peut apporter rapidement la mort ou des complications assez poussées. D'où il ne faut pas avoir peur de Covid, c'est d'adopter les mesures barrières que les scientifiques ou que l'État et les mesures de distanciation. Et puis on est sauvé, quoi. D'accord, merci. Nous arrivons progressivement, ou disons, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Monsieur Konda, dites-nous, quel est votre message fort à l'endroit de ces jeunes qui nous suivent et qui banalisent souvent cette maladie? Oui, aux jeunes, c'est qu'on est face à des situations très graves. On parle de VIH, et aujourd'hui c'est Covid. Le VIH, au moins on a aujourd'hui des moyens très efficaces pour maîtriser cette infection. On sait comment ce virus se transmet. Et si on veut, on peut vraiment prévenir ce virus-là et ne pas être infecté. Mais aussi, c'est que il faut prendre la décision à un moment donné. Si jamais on est déjà contaminé, c'est d'être honnête avec soi-même, faire un effort, accepter d'adhérer au traitement et de bien les prendre pour préserver les ARV qui sont maintenant. Parce que c'est ceux qui ne prennent pas bien qui va faire que d'ici quelques années, tous ces ARV qui servent aujourd'hui ne seront plus efficaces. D'accord. Donc, l'équipe est là. Voilà. Message. Oui. Monsieur Augustin, message à l'endroit de tous, jeunes, personnes infectées ou
aux téléspectateurs tout simplement qui nous suivent? De toute façon, malheureusement, le VIH demeure. Voilà. Ça demeure une maladie assez lourde à porter. Et il faut tout faire pour ne pas l'avoir. Ma meilleure façon de bien vivre avec le VIH, c'est de tout faire pour ne pas l'avoir. Pour ceux qui sont touchés aujourd'hui, vous avez ou nous avons cette chance d'avoir des meilleurs traitements de plus en plus. Et il y a les piqûres qui sont en train de sortir également. Ce n'est pas encore venu au Togo. On fera de 2 à 3 mois également qui vont venir pour nous faciliter la prise de ces traitements. Mais c'est d'être prudent. C'est de ne pas aussi stigmatiser ou discriminer la personne vivant avec le VIH. La personne qu'il faut stigmatiser, c'est le VIH et non la personne qui héberge ce foutu virus. D'accord. Ok, dernier virage, dernier tournant de cette émission. Nous arrivons, faisons place maintenant au tag. Le tag n'a rien à voir avec tout ce dont nous avons parlé, mais histoire de détendre l'atmosphère, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons commencer par Monsieur Koda. Monsieur Koda, dites-nous, vous êtes dans le domaine médical. Oui. D'accord, vous servez tout le monde. Maintenant, s'il s'avère que vous avez 2 patients et il y a un cas d'urgence, vous avez une personne parentée à vous et une personne lambda, qui est-ce que vous allez opter pour soigner? Ben, comme elle a dit, je suis un assistant médical. Voilà. Et quand je suis à l'hôpital, c'est à l'hôpital. Je suis à l'hôpital, donc d'abord, on reçoit les patients par ordre d'arrivée et aussi, on peut, au lieu de... parfois, on ne respecte pas l'heure d'arrivée, mais on voit par rapport à l'urgence. D'accord. L'urgence. Donc, d'abord, l'heure d'arrivée, l'ordre d'arrivée, mais quand il y a un cas d'urgence, ben, on donne priorité à l'urgence. Il suffit de me voir à l'hôpital courir, tu verras. Crier sur les gens quand il y a une urgence. Donc, il n'y aura pas de choix. Pas du tout. Par rapport au fait que c'est une personne affiliée à moi et non. Ben, si tu veux venir, être dans les premières, être servi, tu viens vite. D'accord, merci. De toute façon, tu ne viendras pas directement chez moi. Tu passeras par l'accueil. Et ce n'est pas moi qui te reçois. D'accord, monsieur Augustin. Êtes-vous du genre à céder à une fille qui vous fait la cour? Non. Pas du tout. Non. Ok. Monsieur Koda, oui. Chien ou varan? Votre préférence? Chien. En matière de bouffe, si on vous présentait tout à l'heure de la nourriture faite avec de la viande de chien, oui, ou du varan, qu'est-ce que vous allez préférer d'entre les deux? Bon, le varan, j'en ai mangé. Le chien, je ne sais pas si j'ai une fois mangé. Donc, quand j'ai déjà mangé et pris le varan, je vais prendre le varan. Ok, monsieur Augustin. Dans une autre vie, aimeriez-vous toujours être en situation de personne mariée ou célibataire? Personne mariée. Ah, d'accord. Ah, ok. Monsieur Kona, oui, quelle serait votre réaction si au jour d'aujourd'hui, un de vos enfants, adolescent, vous annonce qu'il est enceinte, ou qu'il a eu enceinté une fille? Ma réaction? Yeah. Bon, le fait, c'est déjà fait. Donc, il suffit de le prendre, essayer de l'accompagner et prendre les mesures pour l'avenir. Voilà, la toute dernière question va à l'endroit de monsieur Augustin. Dites-nous, noir ou blanc, si le choix vous était donné, d'être africain ou d'ailleurs? Foncièrement africain. Waouh, waouh. Voilà, nous sommes arrivés, disons, à la fin de cette émission. Nous allons faire rapidement un dernier tour de table. Nous allons commencer par monsieur Koda. Mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, c'est d'abord vous remercier. Merci. Remercier l'équipe de RTDS et particulièrement toi pour la façon dont tu as animé, tu as conduit l'émission. Pour vous dire qu'on est disponible, que vous nous accordez des temps d'antenne comme ça, pour qu'on puisse vraiment échanger, apporter des éclaircissements sur ce que nous faisons de tous les jours là à la population, et pour une meilleure lutte contre ce fléau-là. D'accord. Et voilà, pour le bien de tout le monde. Merci. Merci, monsieur Augustin. Votre mot de la fin? Bon, ça va. Merci à vous. Merci à cette initiative. Merci. J'espère que quelques éléments que nous avons eu à apporter aux questions, tout ça vont servir à sensibiliser plus d'un et à
d'abord positivement vivre avec le VIH et à tout faire pour ne pas tomber dans le piège de l'infection à VIH. Merci. D'accord. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. L'aventure se poursuit dans cette émission. Pour l'heure, nos programmes se poursuivent.